En toute franchise, si vous devez vous lancer en compétitif déjà, vous devez vous demander pourquoi tu joues. C'est gâcher de l'énergie et du temps. Le plus important, c'est faut ressentir du plaisir dans ce que tu fais. Ça veut dire que demain, tu ressens plus de plaisir dans le jeu. Ouais. Ça... C'est ça aussi la vie. Vous avez un mur, vous avez deux options. Accepter que ce mur il est trop grand pour vous, ou forcer le passage. BAM! J'ai enchaîné Win YCS Londres, CDF Vanguard Team Premium, Force of Full Champion de France. J'ai bougé de voir toutes les communautés, que toutes les communautés viennent voir à quoi elle ressemble la boutique. Mon but c'est vraiment de créer une boutique qui réunira tout le monde. Les amis, ça fait longtemps que je travaille sur ce projet et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter le premier épisode du Podcards. Je tenais à remercier encore une fois les potos du coin des barons qui m'accompagnent toujours dans mes projets les plus fous. C'est la boutique la plus grosse de France et ils ont encore du 25e anniversary en stock, donc n'hésitez pas à aller leur donner de la force, tous les liens sont dans la description. Aujourd'hui, on est accompagné d'un jeune prodige qui nous raconte tout son parcours et qui nous annonce le lancement de sa boutique. J'en dis pas plus, si vous aimez le nouveau concept, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire qui vous aimeriez voir dans le prochain épisode. Ça peut être une personnalité de Yu-Gi, un gros collectionneur Pokémon ou même un patron d'une boutique de cartes. Restez bien jusqu'à la fin car on aborde des sujets inédits. Allez, sans plus tarder, je vous lance le Podcards. Et aujourd'hui, on accueille un gros poisson, l'un des meilleurs joueurs français, si ce n'est le meilleur, Samir Bachar. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Ça va, frérot? Toujours l'ami. Bon, en Pourquoi tout ça irait pas? Ça fait plaisir que tu nous rejoignes pour le premier épisode. Bon, normalement, vous connaissez déjà tous Samir, champion d'Europe. Il est allé au World, champion de l'Égypte antique, champion de la galaxie. On ne le présente plus. Bientôt on va affronter les Namek. Samir, ce Oui. que je te propose, c'est qu'on va partir sur une série de petites questions, Bien sûr. histoire que les gens te connaissent un peu plus en profondeur. Donc la première question que j'aimerais te poser, c'est comment tu as commencé Yu-Gi-Oh! Et comment tu t'es mis dans le jeu? Alors, j'ai connu Yu-Gi-Oh! Comme beaucoup de ma génération à travers M6. Hein. Il y avait les épisodes Yu-Gi-Oh! Qui passaient. Le royaume du dueliste. Il y avait des sales épisodes. Et après, je jouais à la cour de récré. Et des années plus tard, j'ai envie de vous dire presque, non, pas 10 ans quand même, mais bien 8 ans pratiquement, j'ai découvert c'était quoi une boutique de cartes. J'ai appris c'était quoi des decks liés au domaine du compétitif. Et je me suis pris de sévères défaites qui m'ont conduit malheureusement à ajuster mon paquet de cartes. Ouais. Et voilà, hein, c'est comme ça que j'ai découvert un peu l'univers des tournois. Et mine de rien, mon premier tournoi, c'est quand même fou. C'est un Y16. Premier Alors tournoi de ça, ma c'est vie. incroyable, je l'ai entendu, ouais. Ouais, C'est un peu fou. ouais, je suis arrivé tranquille, comme ça, petit sac à dos. J'allais toutes les 2 semaines à Yu-Gi-Oh! Et on m'a parlé du premier Y16 en France, Toulouse. Et je demandais l'autorisation à ma maman. Et je l'ai eu et je suis allé à Toulouse. T'avais quel âge? J'avais 16 ans. 16 ans. Et tu te rappelles le nom de la boutique? La première Oui, boutique? bien sûr, c'est la croisée des jeux. Pourquoi j'oublierais ma première boutique Aïe, de aïe, cartes? aïe. Il y a des choses qu'on ne peut pas, qui est fermée malheureusement aujourd'hui. Ouais. Mais, C'est sur Lyon? ouais, elle est à Ok. Charpennes. Du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton palmarès, les tournois que tu as gagnés, les finales? Si je devais résumer court, je vais faire les plus gros événements de Yu-Gi-Oh! J'ai gagné une fois le championnat d'Europe et j'ai fait une autre finale. Ouais. J'ai fait un top 64 en Europe à Yu-Gi-Oh! J'ai gagné un Y16, j'ai eu un top 8 d'Y16, un top 16 et un top 32 pour les Y16. Ouais. Et le France, j'ai fait un top 8 en France, j'ai fait un top 8 au Suisse et j'ai 2 tops plus médiocres, c'est 64 et 128. Après, j'ai pas fait beaucoup de nationales dans ma vie. Et t'es allé au World, du coup. Oui, excuse-moi, j'oublie le palmarès le plus important. J'ai fait top 8 au World de Yu-Gi-Oh! Top 8 au World. Mon C'est Dieu, incroyable, mon mon gars. Et du coup, on va laisser un peu le jeu de côté. Et j'aimerais que tu nous expliques un peu comment s'est passé les Worlds, un peu les backgrounds. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils t'ont payé l'avion, l'hôtel? Raconte-nous un peu plus sur les Worlds. Alors, ils te mettent d'où, Konami? Ils arrivent, ils te disent, écoutez les gars, vous êtes la crème de la crème, donc la crème de la crème, on la met en première classe, ce qui est totalement faux. Ouais, ok. Non, je rigole. En fait, exactement, ils te payent effectivement tout, t'es nourri, logé, blanchi, et globalement dans de très bonnes conditions, ce qui est bien. Mais pour vous faire une petite différence, vu que je suis allé 2 fois au World à Yu-Gi-Oh! 2016 était bien meilleur que 2019. Je m'étalerai pas trop sur 2019 parce que vous voyez, Konami, tout ça. Non, je rigole. et du coup, en gros, pour Orlando, c'était vraiment incroyable. C'était littéralement, on avait un hôtel. Je vais vous parler par rapport à Lyon. C'était la taille du centre commercial de la Part-Dieu, vous voyez l'hôtel. Ah oui. Et privatisé pour nous. D'accord. Pour nous, joueurs de Yu-Gi-Oh! Tu vois, c'est genre extraordinaire. Ok. Et genre, cet hôtel, imagine que tu as le centre commercial de la Part-Dieu qui est relié à un autre centre commercial de la Part-Dieu. C'est une superficie gigantesque que je suis en train de décrire. Ouais. Et il y a un pont qui reliait les deux. Il y avait un truc qui était privatisé et l'autre truc c'était la salle de notre tournoi en fait. Ah oui. Et en fait c'était comme un gigantesque opéra en 2 salles. T'avais comme l'équivalent d'une salle d'YCS où tout le monde pouvait papoter et tout.
Et t'avais une salle gigantesque, juste pour nous, les joueurs des Worlds, qui étaient genre une vingtaine. Ouais. 22, si je dis pas de bêtises, cette année-là. Et il y avait tout, plein de sièges en mode amphithéâtre. Et nous, Ouais. on était en mode comme ouvert et tout, en train de faire le spectacle. Là, Ok, putain, c'est jour. ouf. Ah, c'est incroyable. Comme la Et- Duel Academy. Ouais, un C'est peu la Duel Academy. Ouais, genre, on était les bleus, Les pendant la Bleus journée. Obélisques. Genre, sauna, on faisait ce qu'on voulait. Sauna. Ouais, on faisait ce qu'on voulait. Resto 5 étoiles, par un grand chef qui te préparait les plats que tu voulais, tu disais juste. Ah, c'était dingue. Ça Bon, paye Yu-Gi-Oh en fait. Ouais, ouais, ça paye, en souvenir. Ouais. Donc Oui. pour récapituler, Mm. 2016 c'était les Worlds à Orlando Oui. et 2019 c'était les Worlds au Japon. Non, 2019, c'est là qu'on en vient à la petite blague. Et ouais, c'était à Ah oui, Berlin. C'était à Et Berlin, ouais, oui c'est vrai. on m'a payé mon billet de bus, ouais. Ça devait être au Japon et au final ça a été à Berlin du coup. là. Non, c'était 2018 au Japon. Au Japon, C'est en ouais. fait, ils font la balle à Konami tous les ans pour expliquer un petit peu. C'est Amérique, Japon et un pays d'Europe. D'accord. Et ça se fait un peu la balle. Ok. Et l'idée, bah là, je suis tombé sur la balle de l'Europe. Tu voyais, on gagne pas toujours au loto, c'est pareil. Ouais. Et j'ai eu de bons numéros au loto, c'est pas mal. C'est pas si mal. Bon bah ça va. Et du coup quand tu pars au World, tu Oui. pars combien de temps? C'est environ 4-5 jours, je dirais, mais après, tu peux rester plus Tu longtemps. peux Alors, rester, ouais. pour expliquer un petit peu, si je rentre un peu plus dans le détail, c'est l'avantage, c'est que quand Konami te contacte et tout, on te propose le billet d'avion aller-retour libre. C'est à peu près vrai dans tous les Worlds des jeux personnellement que j'ai connus, hein, pour vous préciser, où on vous paye les places. C'est la place de départ et d'arrivée est libre. On vous paye généralement, vous êtes nourri, logis, blanchi que dans l'intervalle du tournoi. Oui, globalement. d'accord. Ce qui est considéré comme étant l'événement, même si c'est un jour de plus ou quoi. Ok. Mais il faut que ces dates de billets d'aller et de retour correspondent bien évidemment au tournoi. Il faut que le tournoi soit inclus dans ces dates. D'accord. Et voilà, c'est le seul prérequis. Ok. Voilà pour la petite explication. Bah, super. Bah, en tout cas, si un jour vous êtes amené à aller au World de Yu-Gi-Oh, vous saurez un peu comment ça se passe. Qu'est-ce que ça te fait du coup de partir au World, donc pays étranger? Je suppose que tu étais déjà allé dans des YCS avant. Oui. Mais voilà comment ça fonctionne au niveau. Tu y vas, il n'y a pas beaucoup de français, tu parles dans quelle langue? En anglais en général? Mais vous comprenez, je suis quelqu'un de bilingue, vous le voyez dans toutes mes vidéos On d'interview, connaît, hein. donc vous en doutez pas une seule seconde. Le Sam English? Eh oui, bien Ok. évidemment. Je vous avoue, mon anglais, on va pas se mentir, hein, je suis pas à l'aise en anglais, mais après, je fais pas l'effort pour être à l'aise. Mais en fait, globalement, je suis assez bon pour me faire comprendre avec mes 10 mots de vocabulaire en anglais. En fait, j'arrive à bien bricoler, tu vois, Ouais. et du coup, j'arrive à être compréhensible, globalement. Et l'idée, on parle tous globalement anglais, tu vois, plus ou moins, tu vois, chacun. De toute façon, les asiatiques, de manière générale, en fait, ils restent plutôt dans leur propre groupe, D'accord. pour vous expliquer un petit peu. C'est plus, je pense, ils sont introvertis et tout. Après, il y a des moments hein, où ils sont très ouverts avec le reste du groupe, mais globalement, ils sont plus dans leur Entre propre, eux. dans leur Ok. propre entre eux. Mais en Oui. tout cas, du coup, il y a quand même des moments où Et- vous Où êtes tout le monde regroupés est tous globalement ensemble. réuni et général. Et oui, après, tout dépend. Des fois, on va jouer aux cartes, tu vois, il y a l'interbarrière, tu vois, même les termes de rencontre et tout. Et d'autres fois, ça va être dans des propres sous-groupes, tu vois. Ouais, Un d'accord. peu comme à l'école, quoi, quelque part. Ok. Bah après, moi qui ai allé plusieurs fois en Asie, c'est vrai que, ok, il y en a certains qui sont introvertis, mais c'est surtout que certains ne sont pas très bons en anglais et d'autres qui sont bons, mais en fait qui ont un peu honte de leur accent. Donc c'est vrai qu'ils osent pas trop aller parler anglais à d'autres Je suis gens et d'accord. qui préfèrent rester entre eux, quoi. Et du coup, on va parler un peu de la banlist des Worlds. Comment tu te prépares à ça? Parce que ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'au World, on a du coup une banlist spécialement faite pour les Worlds, C'est ça. donc qui mélange la banlist OCG et la banlist TCG. C'est ça. Et en fait, ils prennent très exactement le plus strict des deux à 2-3 exceptions près. D'accord. globalement. C'est-à-dire, imaginons, je vous donne un exemple bête. Maxé à 0 en OCG, non, en TCG, maxé à 3 en OCG, on prend 0 de TCG. Ouais, d'accord. Mais il arrive qu'il y ait des trucs assez particuliers. Ça arrive. Que c'est la décision de Konami, c'est tout. D'accord, comme ça. Ouais, non, mais généralement, c'est cool. Ouais, en vrai, ok. c'est sûr que c'est réfléchi, calculé, je pense. Ouais. Et pour te dire, personnellement, j'ai connu 2 fois, du coup, la banlist des Worlds en tant que joueur, 2016-2019. La 2016, globalement, ça avait créé un pseudo tiers 0. Je ne connaissais pas du tout l'environnement des Worlds, pour généraliser. Et du coup, j'ai poncé. Ça allait, il y avait relativement. C'est quand même assez juste. On avait environ 2 semaines. En fait, tu as environ 2 semaines pour préparer une banlist des Worlds. Ah ouais? Entre les banlists des Worlds et 2-3 Il semaines. t'envoyait la banlist 2 semaines avant le tournoi. Globalement, oui. Ah ouais, c'est chaud.
Ouais, mais ça rend le jeu plus captivant, Oui. plus caliente. Et du coup, en 2016, c'était quoi le deck qui était le plus représenté? C'était Blue Eyes. Blue Eyes, ouais. J'en ai tapé qu'un. Enfin bref. Et toi, t'avais préparé du coup Madoche Eh oui, j'ai eu Madoche. pour exploser tous les Blue Eyes. Oui. Ouais. On Ça, avait quel- suivi ça en live. Ça, C'était quel incroyable. plaisir. Et du coup, en 2019, t'as vu quel deck? Je jouais Salam parce que c'était Ouais. vraiment le meilleur deck et en plus c'était pour le coup là où j'avais l'avantage parce que pour vous donner la différence c'est qu'en 2016 Blue Eyes les japonais ils le jouaient depuis 6 mois, ils avaient 6 mois en avance par rapport à Ouais. nous et c'était un nouveau deck pour nous, ça veut dire Ok. que c'est pour ça que c'était grave avantageux pour eux. Et en 2019 bah, le deck avantageux par rapport à la Banise World c'était Salam. Ils avaient effectivement de l'avance mais c'était rien à voir à l'avance qu'ils avaient avec Blue Eyes. Blue Eyes c'était notre day one les Worlds en gros. Ça veut dire le poncer, eux, ils avaient Ouais. de l'avance de l'environnement, Ouais. 6 mois de jeu, etc. Salam, à l'inverse, on a eu le temps 2 mois globalement. Eux, ils avaient peut-être 8 mois, mais 2 mois, c'est assez pour rattraper globalement. Et vu que j'étais confiant avec le deck, j'ai pas voulu innover cette fois-ci là, tu vois, j'étais confiant à me dire, je peux être champion du monde avec le pic de base, tu vois. D'accord. Et du coup, pour finir le chapitre des Worlds, Ouais. qu'est-ce qui fait qu'un Français n'a jamais gagné les Worlds aujourd'hui? Enfin, je suppose que tu y as réfléchi derrière. Qu'est-ce qui t'a manqué pour aller jusqu'au bout? Ah, la première fois, je connaissais pas assez l'environnement, je vais te le dire franchement, je me suis pris 2-3 histoires, tu vois. Ouais. C'est triste hein, d'ailleurs. En fait, je connaissais pas assez l'environnement du jeu, etc. à cette époque-là. Et du coup, j'ai perdu un peu sur les aspects malsains du jeu. Sans rentrer trop dans les détails, par exemple, j'ai pris un slow play de fou furieux. En fait, l'adversaire à 18 minutes, en fait, il voyait qu'il est. En fait, j'étais sûr de survivre. J'avais fait mon train signal rouge. Si vous pouvez taper la carte sur la table, vous avez bien rigolé. Moi, je sais laquelle. Ouais. Et du coup, il est mort de rire. Et en gros, grâce à ça, je savais que moi, j'étais sûr de pas me prendre l'OTK. Et qu'il me restait plus de 2000. En fait, il me restait 3000 points de vie. Et 3000 points de vie, Burn Gabi, ça a aucun moyen de te le mettre, pour expliquer un petit peu. Enfin, une fois qu'il a tenté un OTK. Parce que son meilleur move pour enlever des points de vie, c'est 2900. C'est un truc qui tape direct. C'était le Nightmare Shark into Barbare, je t'enlève 900. Et je vais déjà fait exprès d'être à 3000, sous maxé, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'il a fait? Cette personne de mauvaise verdure, il a commencé à call judge pour demander des traductions de toutes mes cartes. Tout à fait légal au World de 2016, je tiens à préciser. D'accord. Et ça a fait perdre 15 minutes. Que tu ne récupères pas, du coup. Bien évidemment, parce qu'on a 60 minutes. Du coup, tu viens de me dire qu'au World, tu as 60 minutes, donc c'est des règles différentes. C'était en tout cas en 2016. J'ai vu que tu avais fini champion de France d'un autre jeu. Donc Samir, en fait, il ne joue pas qu'à Yu-Gi-Oh, mais il joue à plusieurs jeux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, en fait, je vais faire un peu les choses dans l'ordre. C'est qu'en fait, parfois, enfin, vous voyez, il y a des périodes où je jouais énormément à Yu-Gi-Oh! Et inversement, à des périodes où je ne joue pas du tout. Tout simplement, la lassitude, pas la motivation, la vie aussi. Ça arrive, la vie, tout simplement, pas le temps. Et parfois, pour me changer les idées, je joue à d'autres jeux. Je joue à Pokémon, je joue à Vanguard, je joue là, par exemple, à Force of Will. Et en fait, juste me diversifier une fois, j'ai fait un mois d'échecs, par exemple, pour m'amuser. Et en fait, c'est juste, je varie globalement les jeux et il y a une période de ma vie qui est récente, hein, là c'est le présent en vrai, mine de rien, c'est les 6 derniers mois. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'était un rêve d'enfance. J'ai voulu me faire un road trip d'un peu de tous les jeux pour, vous voyez, Yugi, à thème, c'est le roi des jeux. Et je me suis dit, est-ce que je peux être le roi des jeux moi aussi? Et du coup, c'était un peu l'objectif. Pendant 6 mois, en gros, j'ai tryhard pour être au sommet de plusieurs jeux en même temps. Pas juste bon, être au sommet, c'était l'objectif. Et du coup, au début, les engrenages, c'était un peu lent, un peu compliqué pour moi. Je me rendais compte, j'étais plutôt correct. Vous voyez, j'étais correct, bon peut-être, mais sans plus. Et à plusieurs jeux en même temps. Et l'idée, c'était vraiment de passer un skill cap de force. Et au début, ça récompensait pas. Et à la fin, j'ai fait en mode boxeur énervé, à la Rocky. Ouais. Et voilà, d'un coup, j'ai enchaîné à la fin. Pendant on va dire 3-4 mois, ça buguait, j'étais à la frontière, j'ai littéralement bubble à 6 tournois, à 6 major events, j'ai bubble. Tu vois, j'étais à la frontière en fait. Et d'un coup, ça a pété, tu vois, j'ai pas lâché l'affaire en fait. C'est ça aussi la vie. Des fois, vous avez un mur, vous avez 2 options dans ce mur. Accepter que ce mur, il est trop grand pour vous et passer à autre chose si vous estimez, ou forcer le passage, essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui cloche, pourquoi je passe pas ce mur. Et vu que c'était un peu l'objectif du road trip, l'obsession ultime, jusqu'à péter le mur, et je l'ai pété le mur, j'ai pris une massue. BAM J'ai enchaîné Win YCS Londres, CDF Vanguard Team Premium
J'ai gagné Force of Full Champion de France, Ah là là, c'est incroyable. tout ça. Donc, Oui. pour récapituler, tu joues à Force... Enfin, tu joues ou tu as joué Ouais. à Force of Will. Vas-y, fais-nous un peu la liste. Ah, alors, ben, en vrai, sachez que c'est juste pendant ces fameux 6 mois, je tiens à préciser au cas où. D'habitude, je joue pas autant de jeux à la fois. J'ai fait One Piece TCG, parce qu'en vrai, j'en ai même pas abordé. J'ai fait Force of Will, j'ai fait Vanguard, j'ai fait Yu-Gi-Oh!, j'ai fait Pokémon VGC. Et voilà, c'est énorme, 5 jeux. Oui, c'est énorme. Oui. 5 jeux en mode objectif le sommet. Pokémon VGC, j'ai fait Bubble. Au régional et à l'Europe, bah, j'ai fait de la caca. C'est mon pire résultat de tout event confondu, sachez-le. One Piece, j'ai fait un top 64 et j'avais fait un top 16 en remote. C'est 512 joueurs, c'était les Burger, c'était les Treasure Cup. Vanguard, bah, le premier, le national solo, j'ai pas pu top, j'étais en bubble du top. C'est lié au goal average, j'y peux rien. Et après, bah, l'autre event à l'inverse, tu vois, j'ai fait truc top team en team, j'ai gagné et fait top 3, tu vois, parce que c'est deux formats distincts, tu vois, j'ai fini top 3 et j'ai gagné l'autre. Ouais. Et pour finir, c'était quoi? Si, Force of Will, ouais, j'ai fait qu'un tournoi dans ma vie, j'ai été champion de France. Parce que j'ai créé un tier 0. Bah, en tout cas, bravo. La question que moi je veux te poser, c'est est-ce que du coup, après tout ça aujourd'hui, tu estimes avoir atteint ton but? Est-ce que tu te considères comme Athème, le roi des jeux, du coup? Non, en vrai, tu vois, regarde, Athème, le roi des jeux, il doit gagner un championnat du monde. Si je gagne pas au moins un championnat du monde, tu pas Athème, on va dire les termes. Mais globalement, oui, je suis satisfait. Je suis clairement satisfait au début. Ouais. Au début, franchement, c'est. En fait, j'étais satisfait du road trip parce qu'aussi, au-delà de ça, le road trip, comme je le faisais, c'est j'allais dans une région de France où j'avais des amis à moi, je restais 2-3 jours, on papotait, vous voyez, on chillait. Et après, j'allais dans l'événement en question, dans un autre pays. Et après, généralement, j'essayais de gratter une escale pour encore visiter un autre pays. En fait, j'ai beaucoup voyagé pendant ces 6 mois du coup. Et au-delà de ça, j'ai appris à maîtriser mon mécanisme de changement de jeu, tu vois. C'était incroyable parce que, je vous jure, même quand vous maîtrisez les mécanismes d'un jeu, c'est quand vous faites beaucoup de choses, beaucoup de fois, beaucoup de choses différentes d'une façon assez optimale, c'est très compliqué de changer comme ça, tu voyez, parce Ouais. que vraiment, personnellement, j'enchaînais les jeux au fur et à mesure et même tenir juste une gestion de planning de vie pour m'entraîner dans ces jeux en question. Vous voyez, c'est terrible. Moi, par exemple, mon pire score à Pokémon, c'est j'ai délaissé Pokémon, je vous le dis franchement. Ouais. C'est le deuxième event de Pokémon, j'ai juste délaissé. Alors que c'est championnat d'Europe. J'ai délaissé Pokémon, j'ai dit. J'étais trop dans l'euphorie du YXL, bref, qu'importe. Et tout ça, c'est vraiment une gestion que je me suis appris à mieux me gérer, à mieux optimiser ma façon de faire. Et j'ai aussi appris au-delà de ça mes propres limites humaines, tu vois. Ok. Est-ce que j'ai pu surpasser? Est-ce qu'à l'inverse, j'ai dû accepter pour justement mieux les optimiser, tu vois, mes propres limites. Et ça, tu vois, je trouve ça toujours intéressant d'un peu mieux se découvrir soi-même. Ouais. Et du coup, est-ce que comme des sportifs qui, de temps en temps, ont envie de passer à un autre sport, est-ce que toi, du coup, ça t'a aidé d'avoir joué à Yu-Gi-Oh longtemps pour passer à d'autres jeux comme Pokémon, One Piece? Oui, bien évidemment. En fait, avoir atteint, à dire, pratiquement le sommet du jeu dans un jeu comme Yu-Gi-Oh!, ça m'a permis de comprendre, on va dire, les mécaniques du jeu, des jeux plus généralement, parce Ouais. qu'évidemment, c'est cet aspect-là que tu es obligé d'aborder pour devenir plus fort. Et en fait, cette mécanique-là, vu que j'en ai une maîtrise globale, je suis capable de la retracter dans pratiquement tous les jeux. Tu vois. Pour donner un ordre d'idée, ça c'était une période rigolote. C'est en fait un jour bah, avec un pote, c'était Simon, en mode rien à voir, on papotait tout et de rien, il me parlait des échecs, en mode ouais Samir, est-ce que toi tu penses franchement c'est skill et tout les échecs en vrai, tu vois. Moi je lui dis c'est beaucoup du par cœur comme les échecs, mais je vais faire une expérience sociale, tu veux, je me dévoue. Donc j'ai fait quoi? Je suis parti de zéro des échecs. Ouais. Et je me suis dit, je vais juste apprendre les grands principes. C'est quoi les grands principes pour les échecs, pour vulgariser? C'est en fait, il y a des objectifs de game state. C'est en fait, tu cherches à atteindre telle ou telle situation. Et en fait, je me suis dit, je vais m'arrêter à ça, je vais pas apprendre les ouvertures. Je vais apprendre 2-3 finales, histoire de, je vais apprendre 2 mouvements d'ouverture. C'est vraiment le minimum syndical pour les échecs, il faut savoir. Et je suis monté à 1500 d'élo comme ça. Voilà, en un mois. Voilà. Et c'est juste de la curiosité pour savoir. Tu vois. Je voulais savoir la frontière de qu'est-ce qu'il faut sans avoir une grosse culture du jeu. Ouais. Tu vois. Donc en fait, c'est le fait de muscler ton cerveau et de l'habituer à jouer à des jeux et à réfléchir Voilà. un tour, deux tours, trois tours à l'avance
qu'en fait, ça te permet de jouer facilement à d'autres jeux. Oui, même plus loin, on pourrait dire que ce qui m'a permis ça, c'est plus le fait de... Je me suis habitué à chercher à comprendre ce que je fais, tu vois. Ouais. Après, ça peut sonner bizarre, mais tu vois, comprendre les détails de pourquoi tu as ton jeu comme ça, pourquoi ton deck est comme ça, tu vois, enfin, se poser plein de questions, pourquoi. Et tu vois, et quand tu le retranscris dans quelque chose de nouveau, tu vois, comme un enfant, bah, vu que je me pose 20 pourquoi, bah, ça m'aide à m'améliorer parce que, en fait, je vais essayer d'avoir plus d'aspects là, tu vois, dans le pourquoi. Aussi ridicule soit mon pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi ridicule. Ouais. C'est l'apprentissage, ça part de l'apprentissage. Donc là, tu en as bien profité pendant ces 6 mois, ton road trip, tout ça. Quels sont, toi, tes prochains objectifs par la suite? Tu vois, ce road trip, il avait deux objectifs. C'est-à-dire, le premier objectif, bah, c'est par rapport à réaliser un rêve d'enfance. Et le deuxième objectif, qui est un projet futur, parce que qui dit chômage, dit forcément reprise à l'emploi et reconversion. Pas forcément reconversion, mais dans mon cas, c'est de la reconversion. Et moi, mon projet, c'était d'ouvrir une boutique de cartes à Lyon, avec le coin des barons. Et du coup, vous voyez, bah, tous ces jeux que j'ai appris et tout, ça me permet d'être un bon gérant de boutique sur les différents jeux dans l'aspect compétitif. Même voir plus généralement, connaître toutes les communautés de tous les jeux. Au-delà de ça, un projet comme ça se monte pas facilement tout seul. Et Svet et moi, on partageait les mêmes... les mêmes... valeurs. Merci. Les mêmes valeurs, effectivement, pour le concept d'une boutique, qu'est-ce qui plairait aux communautés, etc. C'est pratiquement un rêve d'enfance d'avoir une boutique de cartes un jour. Je pense que c'est vrai, ça doit être le rêve d'enfance de beaucoup de gens, mais bon. Et du coup, bah, de fil en aiguille, ça a émergé comme ça, ce projet. Et après, bah, pour le concrétiser, bah, faut devenir un aspect un peu plus sérieux, c'est-à-dire créer un cahier des charges, essayer de voir des partenaires financiers, etc. Et voilà. Et Svet a plus d'expérience que moi dans ce domaine-là. Du coup, en quoi va consister ton rôle au sein de la boutique concrètement? Du coup, concrètement, moi, je vais être le gérant de la boutique, c'est-à-dire celui qui va être responsable de tout le côté événementiel, et je vais être co-gérant avec Arnaud, qui lui va plus s'occuper de tout ce qui est stock, tout ce qui est plus le côté administratif de la boutique. La gestion de la boutique en globalité. La gestion administrative de la boutique en globalité. Voilà. D'accord. On est co-gérant. Bah, c'est super. Et du coup, bah, la question qu'on se pose sûrement tous ici, c'est quand est-ce que cette boutique va être lancée? Alors, normalement, ça devrait être lancé en mi-juillet, donc c'est très prochainement en réalité. D'accord. À l'issue de la fin de saison de Yu-Gi-Oh! Donc, on retrouvera où cette boutique? Elle se trouvera à Ampère Victor Hugo. Donc, bah, pour ceux qui... vers Bellecour. C'est vers Bellecour, c'est très proche de Bellecour, ce qui est très bien situé. C'est un arrêt du métro A et c'est vraiment à côté. C'est à côté de Momimanga Lyon. Ok. Donc c'est vraiment bien situé. Et du coup, après toutes ces questions, on se rend compte que tu es vraiment passionné par le jeu. Il n'y a pas un autre terme qui te définit à part la passion. Donc c'est ultra beau à voir. Et moi j'avais une autre question, c'est est-ce que Samir, au-delà du jeu, il est collectionneur aussi? Bien sûr, je suis un peu collectionneur du Peggy 6, bien évidemment. Quand j'étais petit, je me rappelle, j'ai récupéré tous les trucs de Soujin, Sanga du Tonnerre, Gardien de la Porte à l'époque en secret. Alors que j'étais petit, tu vois, je les récupère comme ça, tu vois, en mode je veux les Gardiens de la Porte, j'aime bien l'épisode du labyrinthe. Et je les ai encore aujourd'hui, alors qu'ils sont fartés et tout. Bah c'est fou. En bon état? Ouais. Ah ouais, c'est chaud. Et enfin non, Gardien de la Porte, j'ai revendu à un moment. Enfin bref, et en fait, bah, ce qui s'est passé, bah, après que j'ai gagné le championnat d'Europe, ouais, je me suis à un moment, je pense, je sais pas, mais je fais partie du genre de personne qui aime beaucoup se poser des fois des questions un peu tout et de rien. Je pense que je suis le genre de gens qui embêtent les gens à dire tu sais pourquoi le ciel est bleu? Ah ta gueule Samir. Voilà, bah, typiquement, je suis le genre de personne là. Okay, ouais. Et en fait, bah, je me suis dit, qu'est-ce que ressent un collectionneur? Tu vois, je me suis dit. Et du coup, bah, j'ai fait quoi? Bah, je me suis dit, vas-y, je vais me taper une collection. Après, je me suis dit, une collection de quoi? Yu-Gi-Oh! Pokémon, je sais pas. Tu vois, je réfléchis. Ouais. En fait, tu vois, je me suis dit, vas-y, je vais faire Pokémon. C'était en 2016, hein, pour vous dire. Fin 2016. Et j'ai réfléchi. J'ai dit, vas-y, je vais regarder tous les sets de Pokémon. La première génération des sets. Tu vois. Pas que le set de base, hein, justement. Et en fait, j'ai voulu prendre celui qui m'a fait le coup de cœur. J'ai cherché un coup de cœur. Et c'était lequel? C'était Gym Challenger. Ok. C'est un set qui existe qu'en anglais et en japonais. Et en fait, c'est les Pokémon de champions d'arène. Ok. Et c'est ça que j'ai kiffé. Le concept de dire, c'est les Pokémon des champions d'arène. T'aimes bien les champions, hein. Et ouais, le Blend, Charizard et tout. Et en fait, c'était un dual set. Ah, il y avait tout pour ce set pour me plaire.
c'est en fait, il y a le set des. Parce qu'en fait, dans le manga Pokémon, pour expliquer un peu, il y a des chapeaux d'arène gentils et des chapeaux d'arène méchants, en gros. En fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait Gym Challenger et Gym Heroes. Tu vois. Ouais. Et du coup, tu as les chapeaux d'arène qui sont gentils et les chapeaux d'arène qui sont dans la Team Rocket, ou quoi, tu vois, qui sont méchants. Et en gros, du coup, au début, je voulais faire que Gym Challenger, que je trouvais beaucoup plus beau. Ironiquement, c'est les méchants, comme quoi. Et en fait, au début de ma collection, et en fait, j'ai fait quoi? Je les récupérais tous en first au fur et à mesure. Tu vois, je cherchais, je fouillais tous les sites, tous les jours. Tu vois, je voulais vraiment comprendre ce que ressentait un collectionneur. Ouais. J'ai récupéré au fur et à mesure. Ma première carte, c'était Persian, d'ailleurs. Cette Persian. J'ai récupéré le Persian Giovanni. Et j'ai commencé ma collection. Du coup, magnifique, celui de Gym Challenger. Toutes les cartes de Gym Challenger sont magnifiques. Je l'aurais emmené sur moi si j'aurais su, d'ailleurs. Ma collection, on l'affichera à l'écran. La carte. Vas-y. Et ouais, mais la collection complète. Tu pourras peut-être nous la montrer dans un autre épisode un jour. Vas-y, hein, ça veut dire que je vais venir dans un deuxième épisode, il vous la teaser. Et du coup, j'ai récupéré toutes les rares communes. Oh non, c'est toutes les unco communes. J'ai trouvé un pack First Aid, tout Nirmin, tu vois. Parce que c'est beaucoup plus simple, tu vois. Et à l'inverse, les holo et tout, j'ai vraiment, tu vois, les holo rares, j'ai vraiment tout voulu récupérer au fur et à mesure, tu vois. Et il y a des cartes, j'en ai galéré, tu vois. Par exemple, le Gengar Sabrina First. Je te le dis, il m'a fallu 6 mois pour le trouver. C'est la rare la plus chère du jeu, faut le savoir. À Pokémon, c'est la rare la plus chère du jeu. Il n'y a pas de rare plus chère. Ça brille pas, hein. C'est pas une carte holo. Je vous le dis, hein. Je l'ai trouvé à 20 balles au bout de 6 mois sur un site autrichien, sur un Autrichien qui le vendait par hasard en Irmine. Il m'a fallu 6 mois. Hein. 6 mois où je feuilletais tout, tu vois. Je regardais tous les jours, j'avais mon petit feuilletage, un peu comme les Archimonstres pour Dofus. Et ça, vous voyez, quand j'ai fini ma collection, je trouve ça incroyable. Et du coup, t'as d'autres items de collection? Bien sûr, parce qu'à l'inverse, tu vois, j'ai fait aussi en parallèle Yu-Gi-Oh! J'ai pris quelques cartes que je kiffais de divers jeux, tu vois. Et par exemple, du coup, j'ai fait les esprits de la Terre immortelle à l'époque en Ultimate. Sachez, ça valait même pas un panini à l'époque où j'ai pris. Je les ai achetés contre des clubs sandwich, littéralement. 1 balle. Tiens, prends-toi 1 balle et file-moi mon Azila Picsou First Aid, par exemple. Et à l'inverse, j'avais une carte que j'avais depuis très très longtemps, c'était le Black Rose Dragon, parce que c'est l'une de mes cartes préférées dans le jeu, en Ghost First, FR. C'est dingue. Elle est Nirmint. Faut la garder. Tu vois, je l'ai toujours reconnue comme ça, et si un jour j'ai le plaisir de la jouer, je peux la jouer. Moi j'ai le luxe de la jouer comme ça. Vrai. Et je t'avoue, je veux ce luxe. Je l'ai déjà joué d'ailleurs. Je peux comprendre. Un jour, si Black Rose elle est forte, je serais heureux de la jouer. Et en gros, j'ai voulu faire pour Yu-Gi-Oh! À l'inverse. Je me suis dit, à l'inverse de Pokémon, j'ai plus envie de me faire des Madeleines de Proust, c'est-à-dire avoir des souvenirs. Et pour avoir ces souvenirs, j'ai pris que plein de trucs qui me plaisaient, qui me rappelaient des moments dans ma vie où j'ai aimé cette carte à Yu-Gi-Oh! J'ai pris, par exemple, pour vous dire, j'ai mon Spadassin silencieux, mon Creux-Bolé de mon premier deck, tu vois, ils sont dans mon classeur de collection. Mon Typhon que j'ai top deck à l'Europe de 2016 aussi, tu vois. J'ai mis l'archétype Shiranui, l'archétype Madouché, tu vois, j'ai vraiment fait plein de petits trucs. Tu vois, j'ai réuni, c'est un peu le bazar quand on regarde comme ça, mais c'est que des cartes que j'aime bien, Yubel. J'ai vraiment essayé de, tu vois, c'est vraiment des trucs, tu vois, c'est bazar, mais non, en fait, tout est lié dans ma propre vie, tu vois. Et c'est ce que j'ai voulu faire pour Yu-Gi-Oh! À l'inverse. Du coup, on se dit Pokémon, tu vois le côté un peu Team Challenger, Jim Heroes, tu vois, vraiment un truc standard. Yu-Gi-Oh! Plus un côté Madeleine de Proust, tu vois. J'ai aussi un Pikachu PSA 9 de Munch. Munch, je connais pas. C'est en fait, c'est un artiste du 20e siècle, si je dis pas de bêtises. Je fais un peu le mec cultivé. Alors c'est bon. Et en fait, pour fêter ses 100 ans, vu que c'est ses 100 ans, c'est sûr que c'est ça. En fait, dans les musées de Tokyo et tout, ils offraient des cartes promotionnelles en l'hommage à Munch, cet artiste, qui a fait le cri. C'est comme ça. Et... On dirait un peu une toile. C'est ça. Non, mais c'est vraiment en mode toile. C'est en fait comme le tableau Le Cri. Et en fait, il y avait le Pikachu, l'Evoli, le Psychoquack et le Mimikyu. Et du coup, tu nous parles de toutes ces petites cartes. C'est quoi ta carte préférée aujourd'hui? Pour tout te dire, quand j'étais petit, ma carte préférée d'abord, tu vois, c'était Dragon Toon aux yeux bleus. C'est une carte, je l'aimais trop. L'épisode où Pegasus il se la raque sur Kaiba et il lâche ton dragon blanc. Et tu vois Dragon Toon, c'était trop. J'étais là, j'étais comme un fou. Je voulais absolument quand j'étais petit. Je l'ai pas eu quand j'étais petit. Mais je l'ai eu un peu plus grand, pas si grand que ça, mais ça allait. J'étais encore mineur. Je l'ai récupéré avant l'âge adulte. Et à l'inverse, aujourd'hui, mine de rien, tu vois, ce serait sûrement Magidelaine, Madolche. En fait, les Madolche, pour raconter pourquoi j'ai commencé à les jouer, c'était vraiment un coup de cœur sur le design des cartes. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez une carte Madolche, il y a la pièce de puzzle
une pièce de puzzle où elle tient le monstre Madoché ou qui représente un métier. La pièce de puzzle, il y a le gâteau en question. Ouais. Et dans le fond, bah, t'es aussi t'es dans le monde du Madoché. Tu vois. Ouais. Mais moi, j'avais Ouais. entendu qu'il y a un moment, t'aimais bien le flûtiste aussi. Mais ça c'est différent, tu vois, c'est un peu comme un gris-gris, tu vois, c'est Ouais. le joueur de flûte porte-bonheur. En fait, c'est quelque chose que j'ai récupéré. Ah, mais c'est vrai que c'est fou ça. J'ai un très bon pote à moi, c'est Hugo, même aujourd'hui, c'est toujours un très bon pote. On était là, dans la boutique de cartes. On parle, on négocie. Enfin, on négocie pour un échange. Et en fait, il voulait Hugo Stratos à l'époque. C'est une époque où il avait vraiment pas de sous Hugo. Et moi, j'étais là à faire l'échange. Et j'allais faire l'échange conclu. Et là, je vois quoi? Je vois un jeton joueur de flûte porte-bonheur. Et je me dis. Ah, le jeton direct? Ouais. Moi, j'ai découvert 7 ans plus tard d'où venait le jeton. J'ai découvert l'origine de ce jeton. Ouais. Et ben, c'était un membre de ma team qui les faisait à une époque, qui découpait des cartes en jetons. De la BCP, du coup. Ouais, Non. c'est Abdou. Et Le monde est petit, hein. Le monde est trop petit parce qu'il m'a dit je reconnais. Aujourd'hui, on est sur un podcast TCG. Et moi, j'aimerais savoir si tu aimerais que la médiatisation sur les TCG augmente. Moi, je sais pas ton avis là-dessus, sur ce qui se fait actuellement. Moi, je trouve là que la médiatisation actuelle des jeux, elle est plutôt bien, en vrai, en vérité. Je trouve que ça touche quand même déjà beaucoup de gens. Le jeu, depuis quelques années, est dans une vraie expansion. Et même si là, on a l'impression qu'on est à nouveau stabilisé, bah, dans cette stabilisation, c'est une stabilisation qui continue d'augmenter. Donc, tu vois, ce que tu es en train de me demander dans la médiatisation, je pense même que c'est quelque chose qui va se produire peut-être réellement, tu vois. Parce que ça fait vraiment partie des jeux qui ont le plus pété. Ouais, c'est vrai. Bah, aujourd'hui, c'est grâce aussi un peu à la médiatisation, dans le sens où voilà, des gens comme Zulu, comme Dog7, C'est vrai. qui ont relancé le jeu et qui ont amené beaucoup de personnes. Non, c'est réel. Ouais. Et qui ont, au-delà de ça, permis un bon renouvellement de la communauté, tu vois, et à motiver les gens à voir un peu plus qu'est-ce que le jeu est en profondeur. Ouais. Mais est-ce que du coup, tu penses pas que ça pose aussi derrière des problèmes, dans le sens où aujourd'hui, le championnat de France a été sold out en une journée à 2000, ensuite ils ont rajouté encore 300 personnes, et il y a plein de gens qui peuvent pas y aller. Ouais. Est-ce que ça, c'est pas comme déjà une dinguerie de te dire que 2000 personnes, c'est rien du tout? Moi, je pense en vrai, tu vois, plutôt que de dire que le problème vient du fait de la médiatisation du jeu, est-ce que. Je vais encore me prendre des balles pour rien. Pour expliquer un peu, c'est un peu plus le problème, moi, je pense, de Konami France, tu vois. Est-ce qu'ils devraient pas se caper beaucoup plus haut, tu vois, pour être sûr? Mais après, il faut aussi comprendre qu'eux-mêmes, tu vois, ils ont des objectifs forcément de rentabilité, tu vois. Même si je pense que des tournois comme ceux-là, tu vois, le championnat d'Europe, le championnat de France, les YCS même, c'est plus des tournois non pas à rentabiliser, mais c'est des vitrines du jeu. C'est ça, ils sont en perte. Après, il faut bien qu'ils fassent. Après, je suis pas sûr qu'ils soient en perte, c'est ça le pire. Ah ouais, mais moi, j'ai l'impression qu'ils sont pas en perte. Il faudrait peut-être qu'ils acceptent d'être en perte pour la communauté des fois. Après, moi, je sais pas, hein, j'ai pas les chiffres sous les yeux. Hein, je n'affirme pas, tu vois. Mais de mon point de vue, je ne pense pas qu'ils soient en perte. Ouais. En tout cas, c'est pas l'impression qu'ils me donnent quand ils font les majors, tu vois. Même par exemple, tu vois, les YCS, ils montent les prix en ce moment. Ouais. Ce qui reste négligeable hein, comparé à Pokémon. Hein. Pokémon, c'est 60 balles l'entrée, hein, les gars, ça fait flipper. Et c'est un vrai speedrun parce que tu vois, là, tu te plains de dire qu'en une journée, ça, Pokémon, en 1 minute, en 1 à 10 minutes, il n'y a plus de place. Ouais. Ça, c'est bien pire. Ouais. Mais moi, je trouve, en fait, s'il y aurait un truc que je devrais critiquer au championnat de France, c'est plus que le fait que c'est en une journée que ça a été rempli, c'est la façon dont ils ont mis les places disponibles la première fois. Ils ont prévenu personne. Ils ont dit. C'est dommage. Et puis, il y a des gens, ils sont pas forcément toujours là sur leur téléphone à voir si les places viennent de sortir, etc. Après, c'est comme toi, hein, tu vois, c'est le bouche à oreille. Est-ce que tu vas avoir la notification assez tôt, tu vois? Ouais. Après, voilà, aujourd'hui, on a pu voir quand même qu'au YCS Lyon, ils avaient pris Eurexpo. Ouais. C'est des salles qui peuvent accueillir pendant la Japan Touch, par exemple, jusqu'à 70-80 000 personnes. Donc, je pense pas que c'est un problème de place. Ils ont les salles et je pense que. Après, faut savoir, ça, je me permets la petite parenthèse, qu'il y a 2 types de Konami. Konami France, c'est pas Konami Europe. Ça reste 2 entités différentes. Et c'est lui qui choisit à la fin. C'est vraiment c'est spécial. Ça, c'est plus une histoire de société. Au moment, en fait, c'est Konami France de racheter les droits de production d'événements, je sais pas quoi. Enfin, ça, c'est vraiment création de la boîte. Ouais. Enfin, c'est au début de quand Konami a voulu s'expandre dans les autres continents. Tu vois. Et en fait, c'est que Konami France, on est dans un cas particulier où c'est vraiment eux qui gèrent le jeu au final. Ouais, c'est OPS du coup.
Ouais, voilà. Donc, Alors que normalement, tu vois, Konami Europe, bah, ils gèrent de la tout. globalité. Voilà, Ouais. sauf les pays francophones. Parce Ouais. qu'eux, ils ont eu le droit d'exploitation pour, je pense, un Panini. Hein. Et un Panini, je pense, ils ont fait leur meilleure opération de leur vie. En fait. Ouais, bah oui, c'est vrai. Après, Oui. on verra s'il y a des choses qui passent ou pas. Oui, oui. Mais en tout Mais- cas, moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, au PS, c'est Abiscorp. Peut-être Ouais. qu'ils ont, il y a peut-être des conflits d'intérêts, qui veulent pas forcément Oui. aller au-delà de ce qu'ils aimeraient pour, enfin, de Oui, ce qu'ils devraient après- pour la communauté. Après, quoi. en soi, comme j'ai dit, 2300 joueurs, c'est déjà bien, tu vois. Ouais. Peut-être que si ça se trouve, pour te donner une idée, 3000 joueurs, il n'y aurait pas eu plus. Hein. 3000, peut-être Ouais, tu peut-être penses tu aurais eu moins. Non, mais Ouais. pour te dire, hein, c'est peut-être le fait que les places sont restreintes, que tu entends beaucoup les gens crier, mais inversement, est-ce qu'il y aurait eu réellement beaucoup plus, tu vois. Ouais. Moi, je pense qu'on aurait atteint les 3500. Moi, je veux dire, franchement, je pense que, après, tu vois, c'est vraiment à perte, hein, ce que je suis en train de dire. On prend les inscriptions illimitées, on s'en fiche. C'est vrai. Et après, en fait, on te dit la région. On te dit pas le lieu exact, on te dit juste la région. Comme ça, tout le monde réserve sa place dans la région. Une région pas trop grande, par exemple Lille. C'est honnête. Tu dis juste, prenez dans cette périphérie, mais on n'a pas encore l'adresse de la salle. Place limitée. Et un mois, et tu dis, plutôt que de dire, tu vois, il y a tant de places, vous avez telle durée pour vous inscrire. On vous donne 2 semaines pour vous inscrire. 2 semaines sont faites. Ou même moins, on peut donner une semaine. Une semaine, je vais pas te mentir, tout le monde peut en une semaine. Oui, et avoir- là, ça part en un jour. Donc, 7 jours. Tu as 7 jours, tout le monde a le droit de s'inscrire. Il n'y a pas de problème. Tu payes en avance. Et à partir de là, tu stoppes tu fermes les inscriptions. Tu dis les inscriptions sont terminées. Personne ne pourrait se plaindre. Non, fallait être là dans cet intervalle de date. Et tu cherches une salle qui correspond. Mais là où du coup je pense qu'il y a un problème, c'est qu'en fait ce genre de salle, ils doivent poser un billet peut-être 6 mois à l'avance, tu vois. Non, impossible. Impossible. Ça, Je sais que par exemple à l'Eurexpo, Ouais. il faut chercher bloquer ton créneau 1 an à l'avance. Bah pourtant que je suis sûr qu'ils l'ont pas bloqué un an. Ah ouais. avant. T'as l'impression qu'ils ont. Pour toi, ça, ils ont bloqué. Moi j'en sais rien. Mais Moi, je pense pas. Après, Moi, bon. je pense pas. comme tu dis, 2300 c'est déjà pas mal. Oui. J'ai même entendu 2600, Non, c'est 2300. 2300. Mais en tout cas, voilà, quand on voit par exemple les autres championnats de Belgique où ils étaient 300. 200. Non, 200, mais. ouais. Non, C'est déjà pas mal, hein. Belgique, c'était capé. Oui, Ouais. Belgique, c'était capé aussi. Oui, 2300, c'est énorme, on va dire les C'est termes. énorme. Hein. Et après, c'est triste ce que je veux dire. C'est pas, il y a d'autres nationaux, heureusement. Tu vois. Et vu qu'on est restreint à un national par an, si t'es proche de Lyon, enfin, si t'es vers le sud de la France ou le centre, tu peux faire l'Italie à la place. Si t'es vers le nord, bah, j'avoue que t'es dégoûté de pas faire Lille. Mais il y a l'Allemagne quand même. Après, est-ce que ça dérange pas qu'un Français. Enfin, toi, ça te dérangerait pas de devenir le champion d'Italie alors que t'es français, tu vois? Est-ce que ce serait pas fou? Ce serait fou, mais est-ce que c'est pas un peu dommage, tu vois? En vrai, est-ce que ce serait pas battre tout un pays? Est-ce que Ouais, ce c'est serait pas vrai, c'est encore vrai. plus beau t'arrives, C'est vrai. tu dis je suis plus fort que le pays? C'est vrai. C'est incroyable en vrai. Ouais. Ouais, tu vois, autant, tu vois, il y a des pays, être champion du pays national, tu vois, par rapport au nombre, c'est pas le même challenge. Autant, il y a des Italie, Allemagne, France, c'est une vraie guerre. Tu bats Ouais, c'est vrai. un autre de ces pays, c'est beau. Ouais. C'est beau si tu Toi, bats c'est un peu ce que t'as fait quand t'as été champion d'Europe, du coup. T'as balayé tous les pays. Ah, parce que l'Europe, tu vois, tous les drapeaux, c'est la même valeur au fond, Ouais, tu vois. ouais. Juste à cette époque-là, le drapeau de la France pour Yu-Gi-Oh, on était bien rennais. C'est vrai qu'il y a un moment où on était. Ouais. On n'entendait plus parler de nous et d'un Ouais. coup. Et on va pas se mentir, dans la compétition, j'ai été un peu le début de C'est l'ascendant. vrai. C'est vrai. Ok, bah super. Voilà. Du coup, j'ai longtemps entendu dire, et moi-même je le pense, que le jeu Yu-Gi-Oh! Est l'un des jeux qui a les mécaniques les plus complexes de tous les TCG. Toi qui as joué, Moi, je T'inquiète, t'attrape, on va moi, les dire j'arrête après. pas d'attraper. toi qui as joué à tous ces jeux-là Ouais. à haut niveau, est-ce qu'aujourd'hui tu peux confirmer, toi qui as vraiment cette expérience ouverte, que c'est le jeu le plus compliqué? En fait, je vais un peu expliquer la différence qu'il y a entre Yu-Gi-Oh et la majorité des autres jeux. En fait, Yu-Gi-Oh, il est parti sur une base complexe. Ça veut dire que si vous regardez un livre de règles de Yu-Gi-Oh, bah, à un moment on a parlé d'Exploding Kitten, je me suis dit un bon jeu, c'est 3 règles. Pas plus. Ouais, c'est Un bon vrai. jeu de société, Ouais, j'ai dit. ouais. J'ai pressé, jeu de société. Et en fait, bah, Yu-Gi-Oh, c'est typiquement le jeu qui a commencé avec un livre de règles déjà complexe parce on aborde des chaînes, on aborde des vitesses de jeu. Ça, c'est des règles de base en réalité. Tu le lis, tu le trouves page 8 et page 4. Et non, mais je rigole, ça, c'est la petite blague, j'aime trop faire ça. Et je l'ai attrapé. Et du coup,
Quand on regarde d'autres jeux de cartes, Force of Will pour le coup, ça fait partie du jeu où le livret de règles de base est complexe aussi. Mais ça veut pas dire que le jeu est plus qu'il que Yu-Gi-Oh! Loin de là. Et à l'inverse, tu vois, il y a d'autres jeux où les règles sont très basiques. Et là, je vais prendre le paradoxe ultime, les échecs. Au final, c'est quoi? Il y a quoi comme mouvement? Le mouvement du pion. En fait, on va t'expliquer le mouvement de chacune des pièces. Et le but, c'est de mater le roi. C'est-à-dire que le roi ne peut plus faire de mouvement. Et on t'explique un mouvement spécial, c'est le rogue. Fin des règles. Ouais. T'as toutes les règles. Ouais. Ah, il y a le pion qui évolue aussi. Voilà, c'est Et fini. après, tu dois apprendre les différentes techniques. Non, ça c'est autre chose. Ouais, c'est pas les règles, ça. C'est pas les règles, exactement. Moi, et c'est sur cette différence-là. En fait, déjà, cet aspect-là des règles a fait que le jeu, en vieillissant, lui, s'est complexifié de ouf. Et à travers des mécaniques de jeu et tout. Et en fait, vu qu'il avait déjà une base complexe, ça s'est mis au carré. En fait, du coup, rien que l'aspect de base est difficile à aborder pour les gens. C'est réel. Tu vois, il y a plein de joueurs de Yu-Gi-Oh! Qui ne maîtrisent pas toutes les bases du jeu. C'est pas... c'est juste, elles sont compliquées de maîtriser toutes les bases. Faut être assidu, faut avoir aussi un vécu avec le jeu, etc. Tu vois. Alors que d'autres jeux, ces bases-là sont plus simples à aborder. Et sur cet aspect-là, Yu-Gi-Oh! C'est vraiment, je pense, le jeu le plus complexe qui existe là-dessus. D'accord. Et vu que c'est un jeu qui a plutôt bien vieilli d'un point de vue stratégie, c'est en ça qu'il est très complexe. Mais un jeu comme Pokémon VGC pour le coup, moi je vais vous dire, il y a un aspect du jeu de Pokémon VGC qui est bien super à Yu-Gi-Oh! C'est l'aspect du mind game et de la compréhension de l'anticipation. En fait, le distinguer le chemin safe du moment pas safe, tu vois. Et à Pokémon, il y a beaucoup ce côté-là d'être capable de rentrer dans la tête de l'autre. C'est-à-dire, pas visualiser les prochains moves, mais comprendre ce qu'il va faire avec exactitude, tu vois. Parce qu'à Yu-Gi-Oh! Ça va plus être, tu vois, enfin, quand je dis, c'est pas le même type de compréhension. Tu vois, il y a, par exemple, en VGC, je vais aborder de la façon la plus basique à Pokémon, pour ceux qui connaissent Pokémon. T'as une attaque qui s'appelle Abri qui va te protéger un tête de Pokémon. C'est du 2 contre 2. Et en fait, ça, quoi qu'il advienne, tu vas te dire, le moment où l'autre va taper 2 fois un même Pokémon, si à ce moment-là je fais Abri, bah, l'adversaire aura perdu une attaque de Pokémon. Tu vois. Donc je vais gagner un play, quoi qu'il advienne. Okay. Et bah rien que ça, c'est un aspect de comprendre ce que l'autre va faire à tel moment. Est-ce qu'il va faire un chemin safe? À quel moment il est obligé de prendre un risque? À quel moment il va anticiper ce que je vais faire? Parce qu'à l'inverse, si moi je fais Abri et qu'il tape les deux, c'est lui qui aura gagné un play. Tu vois. Et dans cet aspect-là, Pokémon, par exemple, il est supérieur à Yu-Gi-Oh! Parce qu'il demande beaucoup plus de réflexion sur cet aspect-là. Et en fait, si je devais dire toute la globalité du jeu, moi je pense qu'actuellement, je trouve que comme Yu-Gi-Oh! C'est le jeu le plus complexe, mais si on réunit l'ensemble des aspects, c'est celui qui demande le plus d'aspects global. Mais à l'inverse, il y a plusieurs jeux qui ont d'autres aspects où c'est bien supérieur à Yu-Gi-Oh! Mais ils sont plus focalisés sur ces aspects-là. D'accord. Je vois. Voilà. Et du coup, en parlant de ça, tu m'as dit que voilà, tu avais réalisé ton premier rêve de faire ton road trip des différents jeux, voilà, que tu as joué à beaucoup de jeux. Ensuite, tu pars sur ouvrir une boutique, qui était un rêve d'enfance également. Est-ce que derrière, il y aurait un troisième rêve potentiellement qui est d'un jour créer ton propre jeu? En vrai, ça pourrait me brancher. Après, je sais pas. Je t'avoue, tu vois, c'est quelque chose, je sais pas du tout. Tu vois, en fait, non, c'est vrai, non, mais c'est intéressant, tu vois. Moi, j'aime beaucoup, tu vois, trifouiller dans un jeu, tu vois. Essayer d'un peu de voir des failles, de voir un peu comme un game designer, qu'est-ce qu'il pourrait créer, tu vois. Ça, j'aime bien, tu vois. Mais demain, il y a une entreprise qui lance un jeu qui va marcher et ils cherchent des game designers. Why not? Mais je pense pas, tu vois, ce serait plus Konami me contacte, Samir, toi tu penses faut bannir quoi, faut toucher quoi, voilà, tu vois, j'aimerais bien. C'est ça? Je pense en vrai. En fait, mais le problème de game designer, c'est généralement tu dois vivre en Amérique ou au Japon, tu vois, c'est sûr. C'est sûr que c'est ça, tu vois. C'est forcément branche américaine, qui est la branche principale du Yu-Gi-Oh! TCG, ou branche OCG, qui est. Enfin, Konami Japon, qui est la branche. Tu vois, c'est sûr, il doit y avoir juste une équipe spécifique dédiée à ça. Qui doivent être très compétents d'ailleurs, je pense. À d'autres jeux, ils le sont beaucoup moins, faut le savoir. Ok. Vanguard. Et voilà. Ok, bah ça marche. Bah merci en tout cas pour toutes ces réponses. Si voilà, donc tu devais donner 3 conseils à des personnes qui t'ont regardé et qui se sont dit, bah il m'inspire. J'aimerais avoir un parcours compétitif comme lui. J'ai envie de me lancer dans le jeu. Quels seraient 2-3 conseils que tu leur donnerais? Bah déjà, ça me touche hein, si je vous inspire. Hein. Mais en toute franchise, si vous devez vous lancer en compétitif déjà, avant même de vouloir vous lancer en compétitif, vous devez vous demander, je pense,
pourquoi je joue à un jeu. Tu vois. C'est la raison pour laquelle tu fais cette action. Tu vois. C'est important, tu vois, de te dire, parce que chacun a des objectifs différents. Tu vois. Des fois, il y en a, ils vont dire, bah non, moi je trouve les cartes jolies, je vais collectionner plutôt. Ouais. D'autres, ils se disent, je veux jouer, ça me détend, c'est... Tu vois, et d'autres personnes, à l'inverse, tu vois, ils vont me dire, moi je me détends dans, tu vois, l'optimisation, tu vois. Et qu'importe, tu vois, la raison, tu vois. Mais déjà, pourquoi tu joues, tu vois. Quelles sont tes ambitions à travers de pourquoi tu joues. Moi, je pense que ça, c'est le premier conseil que je donne. C'est important de savoir ce que tu veux faire et pourquoi tu veux le faire. Parce que ça sert à rien de vouloir devenir champion du monde si en vérité, c'est pas ton objectif, tu vois. C'est cacher de l'énergie et du temps, tu vois, parce que c'est un immense investissement en temps, en énergie. C'est vrai. À partir du moment où tu as cette question-là, bah, toujours te remettre en question, toujours réfléchir, toujours tryhard, toujours te remettre en question, toujours essayer de réfléchir à ton cheminement. Enfin, en fait, j'ai presque envie de vous dire, c'est pas loin de toute une vie d'investissement, d'atteindre le sommet dans un domaine compétitif. Après, la difficulté change suivant la population du jeu compétitif. Plus il y a de monde, plus c'est difficile de se distinguer, c'est normal. Et du coup, bah, cet aspect-là, c'est important d'aller... tu vois, enfin, à partir du moment où tu te dis, je veux être le meilleur, tu vois, enfin, quand tu es dans la compétition, en mode tryhard, bah, c'est important de se dire, je dois toujours essayer d'aller plus loin, et quels aspects je dois progresser, comment me remettre en question, etc. Et si je devais donner un troisième conseil qui, je pense, est le plus important, c'est faut ressentir du plaisir dans ce que tu fais. Ça veut dire que demain, tu ressens plus de plaisir dans le jeu, ça sert à rien. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu joues un deck, par exemple, bah, dans Yu-Gi-Oh! On va rester dans Yu-Gi-Oh! Qui correspond à ce que tu aimes dans le jeu. C'est-à-dire, les gens ils vont dire, oui, c'est ça le meilleur deck. Généralement, pour moi, il y a toujours plusieurs pics qui correspondent à plusieurs styles de jeu, tu vois. Et il faut pas hésiter à rester dans ce que tu aimes, tu vois. Parce que, au-delà de, tu vois, ça te plaît, tu vois, tu vas être heureux, tu vois, déjà. Et tu vas être plus motivé. Et il faut de la motivation pour aller plus loin. Et ça fait partie de ça aussi, le jeu, tu vois. Et aussi, quelque part, faut pas oublier que ça reste un jeu. Donc voilà mes 3 conseils. Merci pour tout, Samir, d'avoir été là aujourd'hui. Merci à toi, Evan. Si tu as des dédicaces à faire à tes amis ou un message à faire passer à la communauté. Bah déjà, je dédicace à ma famille, à mes amis, à ma team. C'est des gens qui ont toujours cru en moi et j'en suis là aussi grâce à eux tous. Et bien sûr, bah, j'aimerais aussi dire, vu que j'ouvre prochainement ma boutique, n'hésitez pas à passer. J'aimerais bien voir tout le monde, que tous les joueurs de France viennent voir à quoi elle ressemble la future boutique du coin des Barons à Lyon. C'est ce qui serait incroyable, je sais pas, moi je serais heureux de voir un peu toutes les communautés comme moi, j'ai bougé de voir toutes les communautés, que toutes les communautés viennent voir à quoi elle ressemble la boutique. Parce que moi, mon but, c'est vraiment de créer une boutique qui réunira tout le monde. Ok. Voilà. Et bon, on passera. Bah merci. À bientôt.